Eh bien, c'est un vrai plaisir de vous retrouver et de vous remercier de vive voix pour l'année 2022 qui a été une année exceptionnelle pour Casterman, avec notamment des livres qui ont fait des scores de vente particulièrement hauts. Je pense bien sûr à La Dernière Reine et Au poids des héros que vous avez portés. Donc merci beaucoup. David Sala qui était là ce matin, je pense à remercier quelques-uns et quelques-unes d'entre vous. Et on va évidemment parler aujourd'hui du programme de fin d'année Casterman avec des auteurs. Et j'ai le plaisir d'appeler d'abord l'auteur du roman graphique de la rentrée littéraire Casterman, c'est Mathias Lehmann, que certaines et certains d'entre vous connaissent bien. Merci, bonjour. Alors Mathias, le livre que tu présentes chez Casterman cette année est attendu depuis de nombreuses années. Il s'appelle Chumbo et c'est un livre assez imposant que vous avez d'ailleurs dans les sacs qui vous ont été disposés sur les sièges. Chumbo, est-ce déjà, je le prononce mal, je sais, mais c'est du brésilien. Et est-ce que tu peux nous le traduire? Oui, alors en portugais on dit chumbo, mais bon, dit chumbo, c'est pas grave. Et chumbo, ça veut dire plomb. En fait, ça fait référence plus précisément aux années de plomb de la dictature au Brésil. Donc la dictature, ça a duré de 1964 jusqu'à 1985, et on va dire que les années de plomb, ça représente un tronçon de la dictature qui était particulièrement violent entre 1968 et 1974, quoi. Alors c'est un sujet qui ne t'est pas du tout étranger puisque tu es à moitié brésilien par ta Voilà, maman. ma mère est brésilienne, exactement. Et ce livre qui raconte beaucoup de l'histoire du Brésil, qui est revenu dans l'actualité ces dernières années, notamment avec Bolsonaro et les dernières élections, il revient donc sur toute cette histoire politique. Et tu t'es inspiré de ton histoire familiale et de deux de tes oncles. Donc il y a d'abord un patriarche qui s'appelle Osvaldo, dont tu peux peut-être parler, qui a plusieurs enfants, dont 2 fils. Alors, pour commencer, je dois dire que c'est très librement inspiré de mon histoire familiale. J'ai coutume de dire que déjà j'ai une vision fantasmée et déjà je sais pas si on dit fictionnalisée de mon histoire familiale. Donc déjà, à la base, le canevas est déjà un petit peu perverti par mon esprit. Et après, je rajoute des éléments fictionnels. Donc après, on va dire que c'est quand même de la fiction avant tout, mais qui se base effectivement sur une histoire familiale. On va dire que l'histoire de ma famille est assez banale. En fait, c'est une famille plutôt bourgeoise à la base qui s'est déclassée au fil du XXe siècle. C'est un peu ce que je raconte dans Chumbo, en fait, parce que la famille en question, la famille Wallace, c'est une famille qui est partie de très haut et puis qui se retrouve très bas, en gros. Et donc, dans cette famille, vous avez 2 frères qui sont un peu opposés politiquement, et c'est un peu ces 2 parcours parallèles qu'on va suivre. Alors, les 2 frères, donc il y a Severino et Ramirez, sont complètement opposés. C'est vraiment un schéma presque archétypal des 2 frères qui ne peuvent pas se supporter, qui se construisent d'ailleurs l'un l'autre en opposition. L'un va devenir un écrivain réputé, plutôt à gauche, et l'autre va beaucoup moins réussir et soutenir, on va dire, la junte militaire. Oui, en fait, le paradoxe, c'est que Severino, dans sa jeunesse, il est communiste. Il veut être en rupture avec son père, donc Osvaldo, qui était un patriarche très de la haute bourgeoisie, etc. Et finalement, au fil de sa vie, il va devenir un écrivain célèbre, il va devenir aisé, et finalement, il va devenir un bourgeois comme son père. Alors que Ramirez, parce que oui, autre chose, au Brésil, on dirait plutôt Ramirez que Ramirez, mais bon, bref. Ramirez, lui, il aurait voulu être comme son père, mais il a tout foiré en gros, et il est devenu addict au jeu, etc. Donc il finit en fait semi-clochard. Voilà. Alors ce qui est très original dans ton livre, c'est que tu mêles à la fois des choses très précises sur l'histoire géopolitique et même graphique du Brésil pendant ces 30 ou 40 années, et puis une histoire très intime, avec vraiment même presque de la trivialité. On rentre vraiment dans des choses très charnelles même. Oui, oui. Rien n'est caché.
Et ce qui permet, je pense, à tout le monde de suivre aussi le livre avec beaucoup de surprises, parce que tu n'arrêtes pas, il y a beaucoup de violence, beaucoup de coups de théâtre dans cette histoire. Oui, tout à fait. Bah après, c'est quand même l'histoire du Brésil au XXe siècle, elle est extrêmement violente. Bon, c'est pas arrêté au XXIe siècle non plus. Donc voilà. Donc moi, je voulais transcrire aussi ça. Mais effectivement, comme tu disais, j'avais aussi à cœur de montrer aussi toute l'histoire esthétique du Brésil et de croiser tout ça, l'histoire politique, l'histoire esthétique, et une histoire individuelle, une histoire familiale, en précisant aussi d'ailleurs qu'il y a deux familles aussi quelque part qui sont montrées, c'est la famille Wallace, la famille bourgeoise, et aussi la famille Rebendoleng, qui est la famille de Yara Rebendoleng, qui est un peu le personnage qui, elle, vient vraiment, qui est une fille de syndicaliste, etc., qui vient vraiment d'une classe plus populaire. Donc il y a aussi cette dichotomie qui existe dans la société brésilienne qui est assez oui, il y a violente. Il y a la lutte entre les deux frères, et puis il y a vraiment une lutte des classes, c'est évident dans le récit. Voilà, c'est ça. D'un point de vue formel, je pense qu'on voit à travers les planches qui sont derrière nous que tu utilises tous les registres possibles, et tu en inventes d'ailleurs, de la mise en page et de l'enchaînement des plans, de la manière d'utiliser la double page, d'utiliser le gaufrier ou de l'éclater. C'est, je pense, l'équivalent du grand style, on pourrait dire, que tu as transcrit en bande dessinée, ce qui fait que ton livre ne pourrait presque pas être adapté dans un autre média que la bande dessinée. Ton récit. Oui, pour mon plus grand malheur. Ça pourrait devenir un film, mais ce serait tout à fait autre chose. Je ne sais pas quoi dire. À part que tu as tout à fait raison, je suis un génie, quoi. Je vois pas trop ce qu'on peut dire de plus. C'est pas tellement ça que je voulais te faire dire, c'était plutôt le fait que tu te posais des questions sur la manière de raconter par l'image plutôt que seulement par le texte, et que ça passe donc par des associations d'idées et d'images je pense que c'est ce qui font participer le lecteur. Oui, bien sûr. C'est ce qui est le plus excitant avec la bande dessinée. Enfin, j'imagine. Après, je veux pas. Mais oui. Et ta technique de noir et blanc utilise beaucoup de hachures. C'est donc un style qu'on te connaît depuis longtemps. Néanmoins, je sais que vous êtes aussi nombreux et nombreux à suivre le travail de Mathias depuis longtemps. Il y a même certains d'entre vous qui ont utilisé un dessin de Mathias pour des tote bags. Ça dira sans doute quelque chose à quelques personnes ici. Mais je pense que c'est ton... Ouais, c'était sur le réseau Canal BD. Donc voilà, vous l'avez peut-être vu passer. Mais je voulais dire que je pense que c'est ton livre le plus accessible de tout ce que tu as produit jusqu'ici, par le fait qu'on apprend beaucoup de choses sur un sujet qui n'est pas si connu que cela, et aussi parce que, encore une fois, tu racontes une histoire intime et universelle. Mais j'espère, de tout mon cœur. Moi, je voulais faire un livre, entre guillemets, grand public, quoi. Après, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose fondamentalement, mais... voilà, j'avais envie de parler d'un sujet un peu universel, et j'ai envie qu'il y ait beaucoup de monde qui le lise. Après, alors nous, on avait très envie de partager aujourd'hui ce livre avec vous. C'est pourquoi vous l'avez sous sa forme définitive. C'est une chose à laquelle on vous a habitué depuis In Waves, depuis également Anaïs Nin. Et pour nous, c'est l'un des très grands livres de la rentrée Casterman. Donc j'espère que vous partagerez notre enthousiasme. Et je remercie Mathias Lehmann d'avoir été parmi nous. Alors, Casterman, c'est une maison qui, vous le savez, a plus de 250 ans et qui publie de la bande dessinée depuis les années 30, avec des auteurs également qui ont rejoint la maison dans les années 70-80. Il y en a un qui est avec nous aujourd'hui, qui a commencé en 1982 dans la revue À Suivre, avec une série qui s'appelle Les Cités Obscures. Et on n'attendait plus, je crois, de nouvel album des Cités Obscures. Eh bien... Benoît Peters est avec nous et il va pouvoir nous parler du retour des Cités Obscures, mais pas seulement, puisque, cher Benoît, vous pouvez l'applaudir. On va se mettre là parce qu'on ne voit pas l'écran sinon. Cher Benoît, le lien entre les Cités Obscures et d'autres imaginaires d'écrivains, Ismaël Kadaré, Borges et Jules Verne, est assez évident. D'ailleurs, certains des écrivains que je viens de citer apparaissent dans les Cités Obscures ou dans le Guide des Cités.
puisque vous vous présentez souvent comme des explorateurs qui auraient eu la chance de visiter cette réalité parallèle. Oui, pourquoi ce conditionnel? Pardon, vous êtes l'un des explorateurs avec François Skeuten qui est chez l'imprimeur aujourd'hui, qui ne pouvait donc pas être avec nous. Et donc, parmi les autres visiteurs du monde des cités obscures, il y a Jules Verne et le capitaine Nemo. Alors Jules Verne a toujours été là dans les cités obscures, il a toujours été là pour nous. Grande lecture de fin d'enfance pour moi, fascination de François dans sa jeunesse pour les éditions anciennes, les éditions Hetzel et les gravures. Donc moi je suis plutôt entré par le texte, lui par l'image et par l'objet. D'ailleurs on était vraiment fascinés tous les deux par cette étrange alliance, ces livres qui ont été conçus par Jules Verne, par son éditeur Jules Hetzel, et en même temps par tous ces graveurs qui se sont succédés avec beaucoup de talent, en prenant parfois quelques libertés par rapport au texte, et en donnant à ces livres une respiration, une capacité de rêverie. Aujourd'hui, on pourrait dire que l'imaginaire vernien, ce qu'il en reste, les figures qui en restent chez les uns et chez les autres, vont bien au-delà de la lecture. On peut même dire, d'une certaine façon, quelquefois, ont évité la lecture, mais le mythe a survécu. Jules Verne est un des écrivains qui a été les plus traduits au monde, et adapté multiplement, même ici d'ailleurs, 20 000 lieues sous les mers, on voit l'affiche, la pièce est jouée. L'imaginaire vernien, les grands personnages, à commencer par le capitaine Nemo, mais les grands mythes, comme celui de l'île mystérieuse, celui de Michel Strogoff, celui du Tour du monde en 80 jours, ont complètement dépassé la lecture des romans. Et d'une certaine façon, Jules Verne est là, absolument parmi nous, même si peut-être, dans sa version intégrale, il paraît un petit peu plus difficile. Alors, qu'est-ce qui a suscité cette nouvelle exploration des cités obscures? Alors, ça faisait longtemps qu'on tournait autour de Jules Verne. Il apparaissait notamment dans notre album L'Enfant penché, où il croise les personnages de l'histoire. François avait travaillé pour lui à plusieurs reprises, s'était occupé de sa maison à Amiens, qu'il a scénographié. Jules Verne est au cœur de plusieurs illustrations. Et on tournait autour, on n'avait certainement pas envie de faire un biopic, c'était pas ça qu'on voulait faire. On avait encore moins envie de faire une adaptation. Il fallait donc que l'idée prenne. Et parfois, ça prend des chemins un petit peu tortueux. Certaines et certains savent peut-être qu'il y a quelques années, comme ça, une phrase mal interprétée, François a dit « j'arrête la bande dessinée ». Alors des gens ont cru que François Skeuten posait son crayon, prenait sa retraite, et se retirait auprès de, je ne sais pas, ses vignes ou sa brasserie. Mais il n'en est rien. Évidemment, François dessine toujours, dessine plus que jamais, mais se laisse porter d'abord, et je crois que ça va être la force de cette histoire, se laisse porter par le plaisir de l'image. Donc ce sont de grands dessins qui ne sont pas des gravures, mais qui peuvent faire penser à des gravures, et que François a commencé dans le prolongement d'un projet scénographique, dont on dira un mot, et qu'il a commencé avec un plaisir, une jubilation. Il me montrait ses dessins, un, deux, trois. Les grands dessins sont vraiment des très grands originaux. Ah oui, c'est des très grands originaux, extrêmement fouillés. Je me souviens qu'à l'époque où on faisait l'album La Tour, qui paraissait dans À suivre, Jean-Paul Mougin disait « mais François, tu dessines trop fin, toutes ces hachures, ça ne passera jamais, ça va boucher, ça ne va plus ». Heureusement, les techniques d'impression ont énormément bougé, évolué, et aujourd'hui, la finesse est récompensée. C'est-à-dire qu'on peut restituer quelque chose, même dans un format réduit, qui garde tout le détail. Et donc François s'est laissé porter par l'image, et comme on l'avait fait il y a pas mal d'années pour l'album L'Archiviste, qui était un complément un peu des premiers albums des cités obscures, je suis venu en second. C'est-à-dire que j'avais déjà une vingtaine de grands dessins. Et bon, tu as fait comme Jean Ray avec Harry Dixon et les images qui existaient. Oui, sauf quand même qu'il y avait une complicité entre nous, des discussions accumulées au fil des ans, des passions communes, des références. Mais j'ai commencé à écrire à partir de cela, en cherchant... Le chemin inverse d'habitude. Bah oui, c'est évidemment, normalement, le scénariste est supposé travailler avant la mise en image. Mais ici, c'est une autre écriture. Alors, la bande dessinée, on ne la voit pas réellement sur les pages ici présentées, mais la bande dessinée est bel et bien présente, puisque le récit illustré tourne au récit séquentiel. Le noir et blanc cède la place à un moment, mais ça, c'est un petit secret pour la suite, cède la place à la couleur qui arrive à un moment. Alors, on part d'une situation finalement simple et essentielle, qui est que le capitaine Nemo, le plus fort
des personnages verniens, celui aussi qui faisait peur à son éditeur, un personnage assez noir, oui, un terroriste par certains côtés. Ce personnage, il est mort, on l'a cru mort déjà à la fin de 20 000 lieues sous les mers, englouti dans le Maelstrom. On le croit mort à la fin de l'île mystérieuse, quand l'île volcanique explose. Mais finalement, Jules Verne et Hetzel eux-mêmes se demandaient s'ils n'avaient pas eu tort de le faire mourir, de ne pas en faire un personnage éternel et mythique. Et donc, je pars de cette situation, ce Nemo, au fond des mers, dans un engin très étrange qui n'est pas le Nautilus, émerge peu à peu du coma. Il est comme amnésique, une barbe et des cheveux infinis, il y a un aspect à peine humain. Et peu à peu, il reprend conscience, peu à peu, il reprend des forces, peu à peu, il retrouve la mémoire, ce qui arrange aussi les lecteurs, parce que, évidemment, en retrouvant la mémoire, il va pouvoir nous ressusciter ce pourquoi il a construit le Nautilus, comment il a rencontré les personnages de 20 000 lieues sous les mers, comment il s'est retrouvé seul près de ce qui allait devenir l'île Lincoln et rencontrer les personnages de l'île mystérieuse. Donc tout ça lui revient peu à peu, en même temps qu'il prend conscience dans son environnement, dans un étrange appareil qu'on appelle le Nautipoulpe. Et qui donnera lieu à une véritable construction qui sera inaugurée à Amiens dans 1 an ou 2 ans. Oui, donc c'est à la fois lié et indépendant. L'histoire a pris tout son corps, donc cet étrange hybride que le capitaine Nemo croit guider, mais en fait c'est lui qui se laisse porter, cet hybride entre la machine et l'animal. Et cet objet il y en a eu une préfiguration d'ailleurs au Festival d'Amiens ce week-end, va se concrétiser sous forme d'une très grande sculpture réalisée avec le sculpteur Pierre Mater et qui prendra place dans le nouveau quartier d'Amiens, près de la halle Fraissinet où il y a le Festival BD. Donc ça sera étrange puisque le jour où cette sculpture sera là, on se demandera si c'est la sculpture qui a inspiré le livre ou le livre qui a inspiré la sculpture. Ce serait un merchandising un peu démesuré. En tout cas, ce qui me semble important à dire, outre le plaisir qu'on a eu tous les deux à faire revivre ce personnage, c'est que c'est une histoire qui s'inscrit dans le monde des cités obscures, mais qui peut se lire parfaitement sans qu'on connaisse les cités obscures. Parfois, il y a des gens qui ont le sentiment que les cités obscures, c'est un univers un peu compliqué, qu'il faut connaître. En fait, les albums sont indépendants, et celui-là l'est particulièrement, et il est aussi peut-être une porte d'entrée vers la lecture de Jules Verne, et il ne suppose pas, en tout cas, de connaître sur le bout des doigts 20 000 lieues sous les mers, l'île mystérieuse et d'autres livres. Là, c'est un livre autosuffisant, dont la première partie est une fiction, et dont la deuxième partie rassemble toute une série de choses autour de Jules Verne et du mythe vernien, et donc un ensemble là d'illustrations et de documents, et l'histoire de cet écrivain qui est un vrai personnage aussi. Hein. C'est un étrange bonhomme, toujours complexé. Donc, il va laisser une œuvre littéraire qui s'inscrira dans la durée, et lui souffrira toute sa vie, depuis sa ville d'Amiens, de ne pas être reconnu comme un écrivain, que toutes ses tentatives d'entrer à l'Académie française se soldent par un échec, même si, revanche posthume, il finira par rejoindre la bibliothèque de la Pléiade. Cher Benoît, merci beaucoup. Ce n'est pas à l'Académie française qu'on te retrouvera après-demain, mais au Collège de France pour la, oui, pour la dernière journée que tu auras consacrée à la bande dessinée, puisque tu as donné une leçon sur la bande dessinée pendant toute l'année 2022-2023. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Alors, on voulait aussi vous parler d'autres livres. On ne va pas vous parler de tout notre programme, bien évidemment, dans le petit temps qui nous est imparti. Mais il y a également 3 livres qui nous tenaient particulièrement à cœur. Vous aurez d'ailleurs des bonnes feuilles dans les sacs qui vous ont été donnés. Et donc on commence par un livre qui est un événement lui aussi, puisque c'est un livre auquel Charles Berberian pense depuis... moi je pense que je le connais depuis une vingtaine d'années, et je crois que ça fait au moins 15 ans qu'il parle de ce livre, qui est le livre qui raconte vraiment sa jeunesse, comment il a grandi à la fois en Irak puis au Liban, et comment finalement ses parents, déracinés de leur vie à Beyrouth, ont dû tout quitter pour s'installer en France. Et ce qui a été un grand malheur pour son père et sa mère, et qui répétait d'une certaine manière l'histoire familiale, puisque sa maman est d'origine grecque et son père d'origine arménienne, a été une chance pour les 2 frères Berberian, puisque l'un est devenu auteur de bande dessinée,
c'est lui donc, dont on parle aujourd'hui. Et puis son frère, Alain, est devenu réalisateur, et je pense que vous avez vu son film le plus connu, La Cité de la Peur, qu'il avait réalisé pour Les Nuls. Et s'il n'était pas parti du Liban, peut-être que cette grande aventure, pour l'un et pour l'autre, n'aurait pas pu avoir lieu. Alors on retrouve dans ce livre beaucoup, bien sûr, de ce qui a fait le charme du travail de Charles, notamment dans Monsieur Jean ou dans Henriette. On retrouve sa grand-mère, que vous voyez ici à l'image, ses parents. Et pour Charles, c'est la reconstitution à la fois d'un passé et de lieux qu'il ne peut plus visiter, puisque beaucoup ont été détruits, notamment la maison de sa grand-mère, dont il est beaucoup question dans ce livre, et également de reconstituer aussi une famille qui n'est plus là, puisque ses parents, sa grand-mère bien sûr, et son frère sont morts. Donc on découvre dans ce livre, qui n'est pas muet, hein, les planches que vous avez là ne sont pas tout à fait achevées, il n'y a pas encore les bulles, mais dans les bonnes feuilles que vous avez dans le sac, vous avez les premières pages. Dans ce livre, je pense qu'on retrouve vraiment tout ce qui fait que Charles est devenu un grand maître de la bande dessinée, récompensé par le Grand Prix du Festival d'Angoulême et par des prix du meilleur album plusieurs fois à Angoulême. Et je crois qu'on le retrouve avec un propos sans doute plus fort. Je pense que c'est le livre de Berberian qu'on attendait depuis de nombreuses années, et il était lui-même le premier à l'attendre, puisque c'est un livre qu'il a longtemps porté. Le titre est très beau, Une éducation orientale, et ce volume pourrait être suivi d'autres récits, puisqu'il est question plutôt de la famille de sa mère dans ce livre, et peu de la famille de son père, qui pourrait ouvrir donc une éventuelle suite. Autre livre important dont on voulait vous parler, c'est un grand maître du dessin réaliste, Christian Rossi, qui a travaillé avec d'autres maîtres du western. Il a eu la chance d'être très jeune dans l'atelier de Joseph Gillin, JG. Il a également travaillé avec Jean Giraud et Jean-Michel Charlier. Nous rééditerons d'ailleurs cette année le western Jim Cutlass qu'ils avaient réalisé ensemble. Et Golden West, c'est un petit peu, je pense, pour ce dessinateur qui est une référence pour beaucoup d'autres auteurs de sa d'autres générations, comme Mathieu Bonhomme, comme Corentin Rouge. C'est vraiment, je pense, quelqu'un qui transmet un relais de cette forme de classicisme en bande dessinée. Dans Golden West, il nous raconte le destin d'un jeune Apache qui va devenir un compagnon d'armes de cette figure de la résistance, de la révolte, et aussi du lien à la nature et même à la spiritualité, au cosmos, qui est Geronimo. Et d'une certaine manière, Golden West est un récit qui nous raconte beaucoup sur la vie quotidienne des Apaches et donc de ce grand chef qui était Geronimo, avec des mises en scène graphiques particulièrement spectaculaires. Le tout début du récit qu'on vous offre, encore une fois dans les sacs qui sont avec vous aujourd'hui, je pense c'est une vraie ouverture cinématique, mais également très bande dessinée. On ne pourrait pas le réaliser autrement, avec ces magnifiques portes mexicaines qui évoquent un petit peu La prisonnière du désert. C'est un livre qui fera plus de 168 pages. Les planches originales, comme celles de Françoise Coyton, sont très très grandes. Et en découvrant ce travail, nous avons décidé d'en faire un livre particulièrement grand format, un livre qui puisse être un événement par sa forme et son objet. Et donc Golden West, je pense, devrait plaire non seulement à toutes celles et tous ceux qui ont aimé le western en bande dessinée, mais aussi celles et ceux qui aiment tout simplement le très très beau dessin. Et puis, dernier livre, avant de donner la parole à l'un des éditeurs de l'équipe Casterman, c'est Ulysse et Cyrano, qui est écrit par Xavier d'Horizon. Et c'est sans doute le premier livre de Xavier d'Horizon où il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de mort et de violente. Ulysse et Cyrano, c'est une histoire également très personnelle, puisqu'il y raconte de manière un petit peu transposée ce qu'a vécu son propre père, qui était lui aussi d'une famille bourgeoise déclassée, on va dire, et qui a fait un métier qui n'était pas du tout celui auquel son père le destinait. Ulysse et Cyrano, c'est l'histoire d'un jeune homme qui rate ses études et qui donc ne pourra pas reprendre, comme son père l'avait prévu, l'entreprise familiale.
il ne pourra d'autant plus pas la reprendre qu'il se trouve que ce père va être inquiété par la justice. Et donc le père, pour le punir d'avoir raté son bac, l'entraîne, l'exile, on va dire, à Marange, dans un domaine de Bourgogne, d'où la bouteille de vin que vous avez également dans votre sac, et donc que vous pourrez déguster en rentrant. Et il va faire la rencontre de sa vie, qui va totalement bouleverser son destin, puisque de cet échec présumé d'avoir raté ses études, il va faire une vraie réussite de vie, puisqu'il va découvrir que ce qui lui plaît, c'est de préparer à manger et de devenir un grand chef gastronomique. C'est un vrai livre qui fait du bien, ce livre d'Ulysse et Cyrano, dans, je dirais, une veine assez nouvelle pour également le dessinateur Servin, que vous connaissez également, pour d'autres livres, notamment Oliane chez Casterman. Et vous verrez que c'est un livre qui qui met en appétit et qui redonne, je pense, goût à la vie. Peut-être dans un moment de doute, eh bien, il est possible de trouver des chemins auxquels on n'avait pas forcément songé. Voilà, ça s'appelle Ulysse et Cyrano, ça sortira également en octobre. Et j'ai le plaisir d'appeler à me rejoindre un éditeur de l'équipe Casterman qui travaille chez Casterman depuis plus de 10 ans. C'est Vladimir Labaer qui s'occupe du manga chez Casterman. Et Vladimir, vous pouvez également l'applaudir. Vladimir, je le présente, il est bilingue, il parle très très bien japonais. J'ai eu la chance de l'accompagner plusieurs fois au Japon et à chaque fois nos interlocuteurs sont assez stupéfaits par son niveau de langue et de connaissance, puisque tu as vécu au Japon à la fin de tes études. Et tu as donc la charge de la collection Saka depuis maintenant 10 ans. On fait peut-être un petit retour en arrière sur Saka pour réexpliquer la particularité de cette collection. Tout à fait. On s'est rendu compte, bonjour. On s'est rendu compte effectivement que Casterman publiait de la bande dessinée japonaise, du manga depuis presque 30 ans en fait. Et on s'en est rendu compte aussi au moment où on vous montre là à l'écran un visuel notamment tiré de la série L'Habitant de l'Infini de Samura, dont on va reparler après, qu'effectivement, peut-être certaines générations de lecteurs n'avaient pas conscience que chez Casterman, voilà, le manga, c'était une histoire longue de plusieurs décennies, qui a commencé donc en 1995 avec le trio que vous voyez là, excusez du peu, Taniguchi, donc dans sa toute première traduction française, Gon, qui a fait les régisseurs aussi du manga pour enfants, et L'Habitant de l'Infini, qui a été appelé à devenir donc, le monument du manga de sabre que certains d'entre vous connaissent, pour ne pas dire la plupart. Je ne vais pas vous faire cet affront-là. Juste avant de parler de L'Habitant de l'Infini, on peut dire que c'était les tout débuts du manga chez Casterman, donc c'était pas forcément bien imprimé, bien édité. Le sens de lecture était changé. Alors on corrige le tir sur Taniguchi depuis quelques années, avec des éditions qui sont restaurées dans le sens de lecture originale. Voilà. Et ça va être le cas aussi pour L'Habitant de l'Infini. Tout à fait. Casterman, en 1995, comme d'autres éditeurs à la même période, en fait, dans les années 90, ont appris à publier de la bande dessinée japonaise sur le tas. Et donc, effectivement, on a aujourd'hui des standards de qualité qui, fort heureusement, sont tout autres et bien plus élevés, ce qui nous a amené à vous proposer, à partir de la rentrée, une nouvelle édition de L'Habitant de l'Infini, qui intervient donc après cette première vague de 1995, mais aussi après la formalisation d'une volonté éditoriale de créer du manga chez Casterman, une collection manga qui est la création de la collection Saka en 2004, donc 10 ans après, où là, vous retrouvez, je pense, des choses qui vous sont, je l'espère en tout cas, beaucoup plus familières. Taniguchi, bien sûr, mais Kaneko, Mari Yamazaki, évidemment, et bien d'autres très belles séries. Et on arrive aujourd'hui, et c'est, je pense, la raison de ma présence devant vous. Un nouveau cycle, en fait. Un nouveau cycle éditorial. Les astres ont fait que, voilà, ces derniers mois, beaucoup de séries japonaises du catalogue Casterman ont trouvé leur terme, se sont achevées. Et ça fait, pour certaines séries, parce qu'on a évidemment anticipé ce moment, 18 mois, 2 ans, 3 ans, qu'on travaille à la relève. Et les astres, encore une fois, ont fait que le deuxième semestre 2023 pour le manga chez Casterman, c'est ma partie, est particulièrement riche de lancements, avec pas moins de 6 lancements,
chacun peut être dans son genre, dans son registre, dans son identité graphique, dans son identité d'auteur, ce qui m'amène en fait à rappeler peut-être que voilà, il est là l'ADN de ce qui fait le catalogue manga chez Casterman. On a cette ambition-là, toute modestie, mais on a quand même une ambition assez forte, d'incarner une forme de label qualité au sein duquel un lecteur va pouvoir trouver du seinen, principalement, du manga pour adolescents, jeunes adultes et adultes, qui fasse un espèce de premier tri en termes à la fois d'ambition artistique, d'identité d'auteur, de regard sur le monde, mais aussi de potentiel de divertissement. Ce sont des récits. On est attaché à trouver des récits qui happent le lecteur. Vous en avez 4 là qui arrivent entre la fin du mois pour Great Trailers, qui est vraiment une grosse claque graphique, mais pas que. Chasse aux cadavres également au mois de juin. Puis à la rentrée arriveront Les Survivants d'Ormélion, un récit d'Heroic Fantasy, c'est un genre qui me tient vraiment à cœur, et j'appelle ça la J-Heroic Fantasy, parce que l'Heroic Fantasy aux japonaises exploite les canons du genre pour proposer des récits qui sont tout autre que les canons auxquels on peut penser. Les Survivants d'Ormélion, comme son titre l'indique, outre son graphisme à tomber, c'est plus qu'une histoire un scénario classique de Donjons et Dragons. On va dire que c'est un récit de résilience et de survie après une pandémie. Voilà. Et Blank Space, pour finir avec celui-ci, qui est, je ne saurais pas le dire, mais mon chouchou, une série de tranche de vie qui n'est pas peut-être le genre le plus évident, mais avec celle-ci, on était obligé de la publier après l'avoir découverte, parce que 2 lycéennes qui vont se retrouver, se réunir autour d'un super pouvoir dans cette tranche de vie contemporaine en 3 tomes qui est absolument admirable à tout point de vue, qui a été couronné de prix au Japon, mais ça c'était après qu'on l'ait acheté. Donc, Alors, l'événement de la rentrée, ce sera un petit peu comme il y a quelques années, on avait relancé la série Corto Maltese, à la fois en restaurant les éditions de la série Corto Maltese, mais aussi en publiant des nouveautés. Ce sera le cas donc avec L'Habitant de l'Infini, qui va reparaître en intégralité dans un sens de lecture japonais et au format japonais actuel. Voilà. C'est important, je pense, de dire que c'est le format que nous faisons est le format japonais actuel. Exactement. Voilà, pour ceux d'entre vous qui connaissent, encore une fois, ce monument du manga de sabre qui est L'Habitant de l'Infini, je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler que son personnage est immortel, donc il fallait bien qu'il reprenne du service à un moment ou à un autre. Manji, c'est son nom, revient dans cette nouvelle édition, et à partir du mois de septembre, il sera accompagné de la suite officielle du récit qui s'appelle Bakumatsu, qui est en cours de parution au Japon. Qu'est-ce que ça veut dire Bakumatsu ? Voilà. Alors les plus férus de Japon, et j'en connais plein ici, le savent. Le Bakumatsu, pour faire très très simple, parce que le temps nous est compté, c'est la période de l'histoire japonaise la plus fascinante qui soit. C'est la fin du 19e siècle, c'est la période où le Japon, après près de 250 ans de fermeture, reste dans la lumière, je pense que pour laquelle va s'ouvrir à l'étranger et accueillir donc, contraint et forcé, les influences occidentales au moment même où débute dans l'archipel une guerre civile entre les partisans de l'empereur et ceux du shogun. Pour faire très simplement, c'est un énorme bordel, le Japon à ce moment-là, et c'est le moment qu'on choisit Hiroaki Samura, auteur de la série originale, pour faire reprendre du service à Manji, qui va être sorti de sa retraite pour se retrouver plongé au milieu de toute une comète de manœuvres, de complots qu'on a hâte de vous faire découvrir à partir du mois de septembre. Merci beaucoup Vladimir. Merci. Nous allons maintenant avoir quelques images. On a la chance chez Casterman d'avoir des livres qui ont été adaptés au cinéma par Steven Spielberg, par Bong Joon-ho. Cette année, ce sera donc David Fincher. Donc on va vous montrer quelques images. Et puis on a eu aussi la chance d'avoir été choisi par Dimitri Rassam pour faire en bande dessinée l'adaptation de son succès du grand écran, Les Trois Mousquetaires. Donc c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Je rêvais comme lui d'enfiler la casaque et de servir mon roi. Buckingham et la reine vont enfin pouvoir se retrouver.
Alors évidemment, cette adaptation qui est très attendue et qui est très suivie actuellement, qui sera sur les écrans donc au mois de novembre, nous donne l'opportunité de faire redécouvrir le premier cycle du Tueur, qu'on va éditer donc en intégrale au même format que le Transpersonnage par exemple, qui avait eu beaucoup de succès au moment du film de Bong Joon-ho. Nous espérons également que de nouveaux lecteurs pourront découvrir cette série culte du catalogue. Cette année, nous fêterons les 40 ans d'un personnage emblématique du catalogue, qui est donc Le Chat de Philippe Geluck, avec un album événementiel qui sera un peu plus volumineux que d'ordinaire, puisque ça faisait déjà 3 ans qu'il n'y avait pas eu de nouvel album du Chat. Il y a eu des expositions un peu partout en France, en Belgique et en Suisse, mais toujours pas d'album. Donc vous avez quelques images de ce prochain album. Je vais peut-être demander à Benoît Peters, qui est un très bon lecteur, de lire le prochain gag. Mon beau-frère n'a été qu'une fois dans sa vie, du début à la fin. Et oui, j'en ai loupé un, oui, ben voilà. C'est moi qui ai été bête. Merci Benoît. Celui-ci n'est pas mal. Je crois que Philippe garde tout de même son insolence. Ce qu'il y a de paradoxal dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'il est possible de jouer la danse des cadavres sur un Stradivarius. Pauvre Lucky Luke, si c'est pas triste de finir comme ça. Allant en route Jolly Jumper, les Dalton ont été aperçus chambre 24 à 27 dans l'LB. Et puis tu contestes le régime. Non, j'ai lavé ma burqa à 90 au lieu de 60. Merci Philippe Geluck, donc, qui revient avec Le Chat et les 40 bougies, donc pour les 40 ans de la série. Et j'ai le plaisir d'appeler in extremis, puisque le train est arrivé juste, Nicolas Keramidas. Bonjour. Le voyage a été mouvementé. Ouais, fut mouvementé. On passait par Lyon et si vous avez suivi les informations, oui, Lyon était un peu inondé. Ouais. Bon. Merci d'être avec nous. Tu es un grand voyageur, tu as fait le tour du monde, mais peut-être pour une raison que certaines et certains d'entre vous partagent, c'est une chose qu'on va peut-être voir tout de suite à l'écran. Vous savez tous et toutes ce que c'est ? Il n'y en a pas très très loin d'ici. Hein. Est-ce que parmi vous, il y a des pratiquants, on va dire ? Bon, toi, tu l'es en tout cas. Je vais devoir vous convertir à tout ça. Tu l'es et c'est vraiment pas une blague. Tu as fait le tour du monde pour découvrir ces mosaïques étranges. En fait, ça a commencé il y a 6-7 ans. Il y a Vince, que vous connaissez aussi, j'imagine, qui est venu à Grenoble en dédicace. Et lors de cette dédicace, là on le voit, c'est lui là. Et lors de cette dédicace, en général, on termine à aller boire une bière. Et puis il m'a dit non, j'ai un truc à faire. Il m'a montré un plan de Grenoble un petit peu bizarre. Et puis il m'a amené devant une mosaïque. Et là, il l'a pris en photo. Ça a fait un truc, ça a fait comme on le voit en bas, tu. Et ça a fait des points. Et puis j'ai pas trop compris ce que je voyais. Je lui ai demandé ce que c'était. Et il m'a montré une application, comme on le voit en haut à droite, qui s'appelle Flash Invaders. Et j'ai découvert en fait par ce biais-là en fait un street artist qui s'appelle Invader, qui a mis actuellement plus de... C'est un peu plus qu'une chasse aux Pokémon. Oui, quand même, oui. En fait, après c'est l'application qui permet en fait de recenser tous les invaders qui posent à travers le monde. Mais lui a mis un peu plus de 4000 invaders à travers le monde actuellement, dont 1500 à Paris. C'est pour ça que je pense que si vous promenez, vous avez dû en voir un petit paquet. Et le problème, c'est que me montrer ça à moi, qui suis collectionneur de collection, c'était vraiment pas ce qu'il fallait. Et en fait, je suis tombé dedans. Et quand je dis tomber dedans, oui, effectivement, ça m'a amené à faire énormément de choses, dont ce livre. Qui est à la fois une espèce de guide du routard du chasseur d'Invaders, mais aussi une espèce de quête, puisque tu chasses aussi l'artiste, tu essayes d'entrer en contact avec lui. Voilà, en fait, Invader, on ne sait pas qui c'est un petit peu comme Banksy. Il est, à chaque fois qu'il y a des photos, il est toujours dissimulé derrière un masque. Donc il y a quelque chose d'un petit peu fascinant avec tout ça. Et puis effectivement, ça a fait en fait déjà redécouvrir des villes. Moi, j'ai habité 11 ans à Paris. Et en fait, grâce à ça, grâce aux 1500 invaders qu'il habite dans tout Paris, je me suis rendu compte que je connaissais absolument pas Paris, parce que finalement, il nous fait aller à des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller. Alors des fois c'est super, des fois c'est vraiment pas bien du tout. On se retrouve sous le périph' dans des trucs très très glauques, et puis on se retrouve au contraire à des endroits qu'on n'avait même pas imaginé dans ces villes-là.
Et puis ensuite, petit à petit, on rentre dans une espèce de communauté, parce qu'il faut savoir que donc il y a un jeu qui recense toutes ces choses-là, et on est plus de 300 000 à jouer à ce jeu. Et il y a d'ailleurs un live qui montre en fait tout ce qui est pris en photo en direct. Et en fait, on va rejoindre une espèce de communauté, on va commencer à organiser des voyages pour aller exprès chercher à travers le monde toutes ces choses. Donc on sait où ils sont, mais voilà, ça va de... Il y en a un dans l'ISS, il y en a aussi dans la mer à Cancun. Comment on fait pour l'ISS? Alors pour l'ISS, au moment du confinement, comme on ne pouvait plus prendre de photos, Invader a proposé quelque chose d'assez sympa, c'est-à-dire qu'au moment où l'ISS passait à peu près au-dessus de chez nous, on pouvait prendre le ciel en photo et ça le prenait, ça réussit, quand on réussissait à avoir le petit Invader. Ouais. Donc voilà, donc ça ici c'est à Bâle, oui Bâle, non Berne. Et en fait ce que j'aime bien dans ce truc-là, c'est que ça m'a fait découvrir non seulement des villes, mais aussi finalement les environs. En général, on en profite pour rester 2-3 jours et aller se balader et aller voir tout ça. En fait, ça devient presque plus un prétexte effectivement de voyage en fait. Et tu as découvert notamment, en parlant avec des amis, qu'une des villes que tu t'apprêtais à découvrir était une des plus belles villes. Oui, parce qu'en fait, comme moi je suis juste le collectionneur dans tout ça, finalement je me renseigne jamais trop sur les villes. Et à un moment donné, on devait partir à Ljubljana, donc j'avais pris les billets, etc. Mais j'avais jamais regardé même ce que c'était que Ljubljana. Et la veille, en fait, je suis à Paris et je discute avec un copain et ce copain me dit ah putain, tu vas à Ljubljana, mais c'est ma ville préférée au monde. Et du coup, je me dis, ah bah tiens, c'est chouette, je vais dans une des villes préférées au monde de quelqu'un. Et en fait, c'est vrai que quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé ça vraiment super beau. Et puis après, quand on s'est baladé dans les retours, à Bled notamment, c'était juste fantastique en fait. Et voilà, et je raconte aussi comment... en fait, j'ai toute une bande de copains que ça n'intéresse absolument pas. Mais du coup, on a commencé ta famille est consternée, je crois. Ma famille est concernée aussi. Mais, et du coup, j'ai réussi à organiser des voyages exprès, où moi je me chargeais justement de la destination parce qu'il y avait des invaders, quelqu'un se chargeait de la gastronomie et un autre du côté sportif et ludique. Et du coup on a commencé à voyager un peu partout dans le monde en fait pour ça. Et voilà, oui, ma famille, ouais, à mon grand regret, j'ai essayé effectivement de les convertir et alors là je pense que j'ai réussi juste à les écœurer plutôt qu'autre chose. Donc je raconte ça aussi, ce passage où j'aurais bien aimé, parce qu'il y a toujours des gens qui disent ah moi mon fils il adore, il les trouve tout le temps, etc. Mais en fait ouais non, moi ça n'a pas marché du tout chez moi ça. Alors on parlait de l'artiste, tu es quand même en relation avec lui, tu répares même certaines installations, tu fais partie de correspondants. En fait il n'y avait pas besoin de sa validation parce que finalement c'est un truc autobiographique, mais comme j'étais en relation avec lui, j'ai quand même son mail, je ne l'ai jamais rencontré. Alors qu'on a un de nos auteurs qui a son portrait réalisé par lui, qui est Inki Bilal. Tout à fait. Inki Bilal est rentré en contact, ils sont rentrés en contact mutuellement il n'y a pas si longtemps. Il a fait le portrait d'Invader. Tout à fait. Il faudrait peut-être demander à Inki qui nous donne la photo. Le contact, qui nous donne le contact. Non, de la photo. Et la photo. Ah, oui. Je vous laisse voir. Et du coup, oui, en fait, moi, je voulais quand même... je lui ai envoyé au fur et à mesure les planches et je voulais qu'il valide un petit peu le projet parce que je trouve que, malgré tout, c'est une espèce d'hommage à tout son travail. J'avais envie qu'il revendique aussi le livre. Et en fait, je pense qu'il était un petit peu méfiant au départ. Et puis, petit à petit... il a à un moment donné, il m'a envoyé un mail, il m'a dit écoute, ça serait bien que tu mettes avec l'aimable l'autorisation d'Invader. Donc j'avais compris déjà que j'avais franchi un premier pas. Et puis là, il y a 2 semaines et demie, alors qu'on est en train de terminer le livre, il m'a envoyé un PDF complet du bouquin avec une relecture entière, avec des annotations, des petites inexactitudes que j'avais pu faire. Et voilà, je lui ai dit que j'étais très touché parce que finalement c'était un petit peu un aboutissement. Ça veut clairement dire effectivement qu'il revendique le livre. Alors ce livre, c'est aussi la première fois que tu te lâches un peu plus graphiquement. C'est presque à l'état de carnet de croquis. Tu nous as apporté avec ton éditeur Nejib Belhaj Kassem, qui est au premier rang, un carnet, et tu as dit mais je vais tout reprendre et tout redessiner, et on t'a dit non, il faut que tu le laisses comme ça. Tu n'étais pas très convaincu, et on peut remercier un autre dessinateur qui est Franck Margerin. C'est ça, qui participe aussi au bouquin d'ailleurs à un moment donné. Voilà, il a dit effectivement il faut garder le dessin tel quel. En fait moi je les ai ici les carnets, donc je pourrais vous les montrer, mais en fait j'ai effectivement tout dessiné dans un carnet et l'idée était de tout refaire. On devait partir sur à peu près 200 pages et puis je me rendais compte, parce que c'est évidemment un livre sans fin, que j'aurais besoin de beaucoup plus de pages finalement.
Et du coup, j'ai commencé à en faire, et puis à me prendre au jeu de ces refs un petit peu poussés. Et effectivement, à un moment donné, vous m'avez dit, non mais attends, tu vas pas tout refaire, et effectivement, on va faire plutôt 300 pages plutôt que de tout refaire. Et Marjorin avait eu aussi cette démarche, quand il avait vu mes carnets, il m'avait dit, mais il n'y a aucun intérêt à tout refaire. Et effectivement, alors après, moi, c'est vrai que, pour ceux qui me connaissent, j'ai l'habitude en général justement de faire plein de petites hachures, alors peut-être pas autant que Squeaton, mais en tout cas voilà, moi c'est ce qui me caractérise aussi, et j'avoue que j'ai du mal à lâcher mon dessin, c'est-à-dire que j'ai toujours cette impression que c'est perfectible finalement, mais là je crois que pour l'histoire en fait ce que j'avais envie c'était plus de raconter beaucoup de choses. Et je pouvais pas me permettre non plus d'y passer 10 ans, donc effectivement à un moment donné je me suis dit bah il sera comme ça le livre. Et au final, je crois que ça me plaît plutôt bien. Ouais. Bah, merci beaucoup, Nicolas. Bah de rien, avec plaisir. Le livre paraît début septembre. Et je passe la parole à Sébastien Gnedig des éditions Futuropolis en vous remerciant beaucoup. Merci, au revoir.